Alors, Jérôme Bignon, le littoral Picard, 30 ans après. 30 ans, c'est pas très bien d'ailleurs de depuis 30 ans en arrière, je ne dis pas. Tous ceux qui s'en souviennent avaient déjà probablement 20 ans quand les 30 ans ont commencé, donc ça veut dire que ça n'est pas forcément dramatique néanmoins, parce que finalement on va parler de ce qu'on a fait et on va surtout essayer de voir comment on peut tracer des pistes pour ce qui reste à faire, si tant est qu'on puisse terminer les actions sur le littoral. Est-ce que je parle assez fort pour que tout le monde m'entende au fond? Alors je vais forcer un peu la voix. Voilà. Alors je voudrais vous redire que c'est pour moi, et que vous en soyez bien convaincus, à la fois un honneur et un bonheur, j'aime bien ces deux mots, ils vont bien ensemble, d'animer cette conférence débat à l'occasion des 30 ans de l'association. À l'issue de votre assemblée générale, à laquelle je viens d'assister en partie, je dis notre assemblée générale parce que je suis membre de l'association depuis de nombreuses années et que je suis toujours les travaux avec intérêt. Je lis évidemment les bulletins. Et pour commencer, je voudrais me joindre à l'hommage rendu au président fondateur, le recteur Mallet. Il se trouve que, en préparant, je me suis souvenu que la famille Mallet, enfin j'ai bien connu le recteur Mallet, mais je me suis souvenu qu'elle était liée à la mienne pour une raison pittoresque. Georges Mallet, le grand-père de Robert, fut l'ami et l'adjoint de mon arrière-grand-père Charles Bignon, qui était maire d'Abbeville. Et j'ai deux livres, les souvenirs de Georges Mallet sur la vie à Abbeville, l'un dédicacé à mon grand-père Paul Bignon, donc le fils de Charles, qui était son contemporain, en souvenir de son père lui-même, celui le maire d'Abbeville, et l'un, le même, qui m'a été dédicacé par le recteur Mallet en souvenir des liens familiaux. Donc j'ai le même livre, mais je ne pourrais pas le donner parce que je serais trop triste de me séparer des dédicaces qui, pour l'un d'entre eux, évidemment, est très présent. Voilà ce que je voulais dire à propos du recteur Mallet. Il a été tellement précurseur que voilà, il nous a les uns et les autres impressionnés et probablement il a imprimé nos mémoires, nos souvenirs, mais aussi notre façon de faire de ses qualités humanistes, bienveillantes et en même temps visionnaires. J'ai eu la chance comme ça de pouvoir le croiser à de nombreuses reprises. Il m'avait très gentiment fait venir chez lui, on le croisait souvent sur les quais de gare également. Enfin, c'était un homme qui était très accessible et très agréable. Et donc on ne peut avoir qu'une pensée reconnaissante aujourd'hui à son endroit. Je dois également évoquer aujourd'hui, me semble-t-il, à l'occasion de ces 30 ans, le rôle important et difficile de successeur que joua Jacques Mortier lorsque le recteur décida de partir en l'an 2000. Fatigué, souffrant, Jacques Mortier n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais je souhaite lui dire, ou que ceux qui le rencontrent lui transmettent notre amitié reconnaissante, et en tout cas la mienne. Évidemment, un amical salut au président Ublige, qui depuis 2013 a pris le relais, sa connaissance de la baie, de ses milieux, de sa géographie, et puis aussi ses agréables rapports humains font que voilà, il joue un rôle important pour notre association et il m'a dit sa volonté de poursuivre, amplifier, renforcer les activités et son rayonnement. Et on vient de le voir avec la complétude du conseil d'administration où sont cooptées deux personnes avec les unes et les autres, les deux des qualités utiles pour notre vie associative. Je ne voudrais pas oublier Madame Estienne, Isabelle Estienne, secrétaire générale de l'association. Elle y joue un rôle essentiel, comme toujours dans les associations, le secrétaire général ou le secrétaire de l'association est essentiel parce que une partie de l'activité administrative, l'une exercée par le comptable, l'autre par la secrétaire, est essentielle pour que l'association tienne la route. Mais je ne veux pas non plus, à l'occasion de cet anniversaire, ne pas évoquer la mémoire de Max Lejeune.
On fête cette année les 110 ans de sa naissance. La mort de mon père en 1980, il y aura bientôt 40 ans, a un peu bouleversé mon plan de vie, même un peu, pas qu'un peu, complètement bouleversé mon plan de vie. J'étais pas forcément destiné à être élu, à faire de la politique, puisque j'étais avocat au barreau de Paris. Et fit de moi, avec l'aide des électeurs du canton d'Oisemont, un conseiller général, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, dans une assemblée où seul le bénéfice de l'âge permettait alors à Max Lejeune de résister à Michel Couillet. Vous savez que ils n'étaient pas de la même classe, et donc le propos est célèbre, je ne vais pas le rappeler ici. Il avait 40 ans de plus que moi, le président Max Lejeune, et sa vie politique était, pour un gamin de 30 ans que j'étais, totalement novice, impressionnante. Ce fut une opportunité formidable d'entrer en politique à ses côtés. Il n'était pas toujours un mentor facile, même, on peut dire même qu'il était parfois difficile, mais en tout cas, il était exigeant et précieux. Exigeant mais précieux. Je lui dois indiscutablement une partie importante de mon engagement pour la baie de Somme, le littoral picard, la conscience de sa beauté, de la richesse de la nature en Picardie maritime. Je n'oublie pas qu'il a eu l'idée de créer le syndicat mixte d'aménagement de la côte picarde et que j'ai eu la chance de la créer en 1974. Quand il a cessé, c'est André Leduc qui lui a succédé. Quand André Leduc a cessé d'être conseiller général, j'ai eu l'honneur de leur succéder à tous les deux. Je le dis sans aucune obséquiosité, c'était un moment très fort et très important, parce que finalement, quand on fait de la politique, on ne cherche pas nécessairement sa voie, mais il peut y avoir des moments où des rencontres, des contacts, des dossiers vous aident à comprendre quelque chose que vous n'aviez pas nécessairement en tête au moment où vous avez commencé. C'est vrai que la proximité de la baie de Oisemont rendait les choses plus faciles, mais c'était pas si évident que ça me passionne au point où ça m'a passionné jusqu'à occuper une partie importante de ma vie d'hier et évidemment d'aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas le dire aujourd'hui, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard que j'ai commencé par évoquer la mémoire de Robert Mallet, puis celle de Max Lejeune, car là, l'un influença l'autre, sûrement, même si l'on devinait que de Robert Mallet que son intuition, que son rapport à la baie de Somme était plus construit que celle du président Lejeune, qui était plus intuitive et plus politique. Mais pas politique dans le mauvais sens du terme. Il a senti que c'était quelque chose d'important, comme un homme politique peut sentir quelque chose d'important avec ses antennes particulières. Robert Mallet avait cette intuition, ce regard d'esthète, cette connaissance de l'abbé. J'ai relu en m'endormant hier soir quelques pages de Rives incertaines pour m'endormir, et j'ai dormi comme un plomb grâce à ça. C'était absolument délicieux. Et je pense qu'on devrait davantage lire et relire ces pages. Alors il y a des passages sur la partie sentimentale du livre qui ne sont pas ennuyeux, mais les passages dont on ne peut pas se passer, qu'on doit lire et relire, concernent évidemment l'abbé, quel que soit le point de vue dans lequel il la regarde. C'est toujours dit avec beaucoup de finesse, beaucoup de tendresse et d'intelligence. Et puis, puisque j'ai été dans ces énumérations de gens importants, mais vous m'avez dit, Monsieur le Président, que 30 ans, il faut raconter l'histoire des 30 ans, c'est une histoire d'hommes, beaucoup, il n'y a pas énormément de femmes d'ailleurs, mais une histoire d'hommes. Il y a Alfred Manessier qui compte aussi énormément, parce que voilà, le trio, dans des relations que je ne connais pas nécessairement parfaitement, mais je sais que les trois hommes se parlaient, se voyaient, s'échangeaient, et avait cette sensibilité d'origine très différente qui a rendu très puissant leur regard sur la baie, et dans le champ où ils étaient compétents, où ils avaient une influence, a permis à la baie de profiter de leur talent. Alors comment traiter ce sujet
sur lequel notre président, M. Blich, et moi sommes tombés d'accord, 30 ans après, point d'interrogation. Il n'est pas question, je serais bien incapable, puis ça serait, je pense, fastidieux, il n'est pas question de faire un bilan exhaustif. Je ne suis même pas sûr que ça soit possible, et en plus, compte tenu de nos champs d'intérêt différents, il y a des gens qui sont passionnés par certains sujets, d'autres qui le sont par d'autres. Ça n'est pas absolument nécessaire, pour évoquer, en tout cas, pour évoquer l'avenir. J'ai compris plus l'interrogation du sujet qui nous réunit comme « Où va-t-on ? Que fait-on ?» Et vous l'avez dit vous-même, quelle perspective ? Quel scénario on pourrait aussi ajouter ? Avant de tenter d'esquisser des pistes d'avenir, il est indispensable de bien regarder en face la réalité du monde dans lequel nous vivons. Je pense que c'est un élément essentiel par rapport à il y a 30 ans. Je ne dis pas qu'il y a 30 ans, le monde n'était pas difficile ou ne présentait pas de problème, mais depuis 30 ans, sur les sujets qui nous intéressent, ici et ailleurs, mais dans le monde entier, mais particulièrement ici, parce qu'on y a une grande sensibilité, nous sommes confrontés à plusieurs crises qui affectent notre planète. Il serait à mon sens criminel de faire mine de ne pas les voir pour organiser notre petite vie tranquille, entre Picards, pardonnez-moi ceux qui sont des Hauts-de-France sur d'autres sites que l'ancienne Picardie, mais je suis attaché encore, je suis Picard des Hauts-de-France et je le resterai jusqu'à ma mort, pour conserver et développer notre baie à notre rythme. Il peut y avoir cette tendance un peu égoïste, un peu passéiste, qui dire c'était mieux avant, voilà, comme si rien ne se passait sur la planète. Et curieusement, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, les événements qui se passent sur la planète impactent la baie de Somme. Et ça, il faut l'avoir en tête. Parce que c'était pas vrai il y a 30 ans. Alors ça impactait quand c'était la guerre 14, ça impactait quand c'était la guerre 39-45, ça impactait quand c'était des grands événements mondiaux, mais ça n'impactait pas au point où ça impacte aujourd'hui. Et je vais essayer de regarder avec vous ces points qui impactent et puis voir quelles réponses on peut donner à ces points qui impactent. Parce que finalement, tracer des perspectives, c'est aussi les regarder, pas pour l'année prochaine, mais ni pour tel ou tel équipement, parce qu'il y a toujours des gens qui auront des raisons de dire cet équipement n'a pas d'intérêt. Essayons d'avoir une vision à l'occasion d'un anniversaire d'une telle durée, essayons d'avoir une vision globale. Alors, les points préoccupants, c'est le climat d'abord. En ce qui me concerne, en tout cas, je sais que certains le partagent. Je respecte ceux qui sont climato-sceptiques, chacun a parfaitement le droit d'avoir ses convictions, et moi je ne l'étant pas, je vais exprimer pourquoi je suis persuadé que le climat est très préoccupant. Tous les travaux scientifiques s'accordent désormais sur l'augmentation, ça n'a pas été le cas tout le temps, et donc il faut reconnaître ça, mais sur l'augmentation rapide des températures, sur la fonte des glaciers, sur le fait que l'océan Atlantique est en train de passer sous l'Arctique, etc., etc. Et ça va provoquer l'élévation du niveau des océans, la fréquence de tempêtes plus violentes, des crises de sécheresse, des inondations, tous ces phénomènes que nous voyons plus ou moins sur notre territoire. On vit dans une région tempérée, on a cette chance, mais il y a des endroits du globe où ça n'est pas le cas. Et si ces événements se produisent dans d'autres endroits du globe, aujourd'hui le monde est tel qu'il est totalement interconnecté, et donc ça a un impact chez nous, nécessairement. Les travaux du GIEC le confirment rapport après rapport. Je préside au Sénat un groupe de travail que connaît Christian, transpartisan, sur les négociations climatiques internationales, et depuis 2014, je suis les COP les unes après les autres. J'étais à Lima, j'étais à Paris, j'étais à Marrakech, j'étais à Bonn, j'étais à Katowice au mois de décembre. J'ai la chance de bien connaître Jean Jouzel, qui fait partie de l'équipe du GIEC, qui a obtenu le prix Nobel. Je rencontre souvent Valérie Masson-Delmotte, qui est elle-même actuelle vice-présidente du GIEC, qui est une femme absolument une scientifique fantastique, d'une intelligence extraordinaire. J'aimerais bien la faire venir un jour en baie de Somme pour qu'elle nous parle du climat. Je pense que ça serait quelqu'un qui serait passionnant à recevoir, parce qu'elle a une vision des choses qui est très scientifique. C'est une scientifique d'extrême haut niveau, une glaciologue. Alors on peut dire qu'est-ce qu'on va faire avec une glaciologue en baie de Somme ? On n'en est pas encore là.
mais elle a une vision humaine, qui est un rapport aux autres, Jean Jouzel aussi, ce sont des gens qui parlent jamais très fort, qui ont une capacité de conviction douce, qui sont des gens tout à fait exceptionnels. Et Valérie Vincent-Desmottes dit toujours, elle termine souvent ses propos, plus nous tarderons à agir, plus la marche à monter sera difficile. Et jour après jour, la marche à monter est plus difficile. C'est ça qu'il faut avoir. C'est pas, elle sera plus difficile parce qu'elle fera 50 cm. C'est que jour après jour, elle fait 1 cm de plus à monter. Et donc, ça, il faut y penser. Certains d'entre nous, on en a souri tout à l'heure, avons les cheveux blancs. Et donc, il est probable que quand les événements seront au pire, ça ne sera pas nous qui les supporterons. Mais quel regard auront ceux qui nous succèdent, nos enfants, nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants, si nous qui savions, nous avons tourné le regard ailleurs, comme l'a dit Chirac à Johannesburg il y a quelques années. S'agissant de la biodiversité, je ne vais pas être gai, hein, ce n'est pas un anniversaire joyeux, parce que c'est un anniversaire qui fait qu'on a beaucoup de problèmes devant nous. S'agissant de la biodiversité, je viens d'écrire, pardonnez-moi de parler de ce que je fais, mais c'est comme ça que je connais ces choses-là. Je viens d'écrire une note pour l'OPEX. L'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. On est 16 sénateurs et 16 députés. C'est co-présidé par Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, et M. Villani, qui est le scientifique mathématicien qui préside. C'est parce que ça se préside à tour de rôle. Alors, il y a un président devient vice-président. Disons que c'était un binôme de tête qui est d'extraordinaire qualité. Et il m'avait demandé d'écrire une note de 4 pages sur la problématique biodiversité, extinction ou effondrement. Alors pourquoi une note de 2 pages? Je fais un tout petit point de technique de l'OPEX, de 4 pages. Villani, qui a été l'initiateur de cette démarche, concevait qu'on écrive des rapports importants, qui sont des rapports quasi universitaires, avec des équipes très solides, qui travaillent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, voire. Et finalement, quand le rapport est rendu, et il y a eu des rapports remarquables, je pense à celui du sénateur Deneux, précisément sur le climat, qui fait encore d'ailleurs référence. Parfois, on a oublié que le rapport existait, parfois, il y en a plus d'édités, parfois, ils n'ont même pas été mis sur Internet. Bref, et puis, c'est compliqué à transporter dans sa valise quand on prend le train. Donc, l'avantage des 4 pages, c'est que vous les transportez dans votre serviette et vous pouvez comprendre. Le deuxième avantage des 4 pages, c'est que vous avez droit en plus à une page recto verso de bibliographie. C'est-à-dire que toutes les notes en bas de page peuvent donner lieu à un lien hypertexte qui vous permet d'accéder à... Donc finalement, quelqu'un qui aurait vraiment envie de se pencher sur la question avec les références qui sont données pourrait écrire un mémoire ou commencer une thèse sans aucune difficulté. Donc je viens de rendre cette note, hein, c'était en janvier. Biodiversité, la question donc était extinction, effondrement. Et je conclus la note de la façon suivante. Tous les travaux scientifiques, c'est un peu comme ceux s'agissant du GIEC, s'accordent désormais sur la crise d'extinction qui dépasse en rapidité les crises précédentes. Les crises précédentes, il y en a eu 5. Et c'est des crises qui duraient des milliers, voire des centaines de milliers, parfois des millions d'années. Hein, je veux dire, c'est des millions d'années, on se dit c'est invraisemblable parce que voilà, on est dans un univers où il y a 2000 ans c'était le Christ, 3000 ans c'était 4000 ans c'était 3000 ans c'était Abraham ou Moïse, j'ai plus. Bon, non mais ça nous paraît extrêmement lointain, mais 10 millions d'années par rapport à l'univers sur laquelle il y a de la vie depuis la Terre sur laquelle il y a de la vie depuis 3 milliards 800 millions d'années, 10 millions c'est une rigolade, ça n'a pas 3 milliards 800 millions d'années, 10 millions. Donc il faut toujours se recaser dans cet espace. 5 extinctions, dont aucune n'est due à l'homme, alors que celle-là, tout le monde s'accorde aujourd'hui, elle a une origine humaine. On parle d'une origine de l'Anthropocène. Voilà. La biodiversité est en train de s'effondrer. J'en ai vu beaucoup, hein, des gens du Muséum, des gens du CNRS. J'ai lu les rapports de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. C'est spécialement vrai dans l'océan. C'est plus un effondrement dans l'océan, parce que dans l'océan,
un petit détail technique, mais qui est très intéressant à comprendre, c'est que sur la Terre, vous avez des animaux en forêt, des insectes, des animaux divers et variés. On coupe la forêt. L'animal, il perd son biotope. Et donc, il ne peut pas aller, il n'y a pas la forêt plus loin. Dans l'océan, si ça se réchauffe, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de l'eau un peu plus chaude, et il cherche de l'eau un peu plus froide. Aujourd'hui, la morue, elle est montée au nord. Aujourd'hui, le hareng, il est monté au nord. Il y en a moins dans la Manche. Aujourd'hui, il y a du rouget dans la Manche. Il est parti, notre ami pêcheur. Ah non, je l'ai en face de moi. Je suis gêné parce que de parler devant un spécialiste, c'est toujours très embêtant. Mais il va pas c'est pas lui qui va me contredire. Comment? Je ne connais pas tout. Oh, beaucoup. Sur la pêche, sûrement plus que moi. Donc, alors que la biodive c'est foutu, on parle plus d'effondrement, c'est curieux, hein, les savants que j'ai entendus parlent plus d'effondrement dans la mer et de graves crises d'extinction dues à l'anthropocène. Ça ne veut pas dire que l'effondrement ne va pas conduire à une crise d'extinction, parce que la première phase, c'est un effondrement des populations. S'ils arrivent à retrouver un milieu qui leur convient, alors, actuellement, c'est le problème des coraux. Ils commencent par s'effondrer, et on voit qu'ils repartent. Bon. Mais pour combien de temps? Tout ça avec des conséquences pour l'humanité qui sont difficiles à prédire, et qui affecteront les services indispensables à notre bien-être et à notre survie, pollinisation, régénération des sols, cycle de l'eau, et on évoquait tout à l'heure la civilisation des loisirs dont on bénéficie pour l'activité économique ici, et s'il n'y a plus d'oiseaux, s'il n'y a plus d'eau, si la mer monte, s'il n'y a plus de poissons, etc., les gens ne viendront plus. Donc il y a une espèce d'effondrement qui est évidemment corrélé directement aux richesses que les gens viennent apprécier chez nous. Donc le problème du climat et le problème de la biodiversité sont évidemment épouvantables. Troisième, qui nous concerne directement, cela concerne le monde en général, il y en a qui nous concernent plus particulièrement. Je viens de déposer entre les mains du gouvernement un rapport commandé par le Premier ministre sur les milieux humides. Alors les milieux humides, dans la Somme, on connaît, parce qu'on en a un paquet dans la vallée, on en a un paquet dans la plaine maritime picarde, on en a dans toutes nos petites, dans toutes les affluents de la Somme. Le Premier ministre, qui avait signé la lettre de mission, disait que nous venons d'achever le 3e plan national sur les milieux humides, 3e plan national, c'est-à-dire 12 ans de travail, et on s'aperçoit que ça continue de diminuer, et pas lentement. Et comment faire pour y remédier? C'est ça la question. Donc j'ai travaillé avec une collègue députée pendant 6 mois, et on a remis notre rapport là, il y a 15 jours. Ces disparitions, d'après ce qu'on a pu comprendre, s'expliquent en particulier, plus que le climat, par l'artificialisation des sols. Alors l'artificialisation des sols qui a maintes causes, enfin, ça peut être une artificialisation liée à une agriculture qui est devenue intensive sur des terres qui n'étaient pas intensives. On les a drainées, et on a demandé aux agriculteurs de les drainer. Ils ont été payés même pour le faire. On a construit avec de l'argent public des fossés de ruissellement pour récupérer l'eau de drainage. Donc l'homme français de la deuxième partie du 19e siècle a été responsable de cette situation. Et puis cette artificialisation, dans des temps plus récents, c'est la périphérie de Saint-Valery, monsieur le maire, je taquine, mais de façon massive autour d'Amiens. Quand on voit Amazon, on regarde Amazon, c'est formidable d'avoir Amazon, les emplois d'Amazon, mais bon, voilà, à quel prix pour les sols et cette artificialisation. Alors, moi, je n'ai pas de jugement définitif de valeur en disant « salaud, c'est toi qui », etc. C'est un regard qui explique que ces choses-là sont en train de se produire et que derrière, il y a des conséquences auxquelles il faut réfléchir tous ensemble pour savoir par quel bout on en sort. On ne peut pas dire « je ne savais pas », on ne peut pas dire « c'est dommage qu'on l'ait fait, c'est trop tard ». Bref, toutes ces raisons-là, il faut les regarder avec une forme de lucidité. Et bien souvent, alors qu'on a les outils pour les éviter, la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, elle n'est pas mise en application. On commence par regarder
qu'on ne peut pas éviter, parce que on ne se donne pas la peine de le faire, qu'on peut réduire, c'est compliqué, parce que ça coûte cher, etc. Et on finit par compenser avec des coefficients de compensation qui sont élevés, qui donc vont pénaliser deux fois. On prend la terre qu'on a prise et la terre avec laquelle on va compenser, et du coup, l'artificialisation ça fait double peine. Donc, c'est un désespoir de voir ces zones disparaître. Ce sont des filtres à eau de l'eau qui alimentent les nappes. Hein. Les zones humides, elles filtrent. Ce sont des zones extraordinaires de captation du carbone. La captation du carbone dans une zone humide, spécialement dans les tourbes, dans les eaux tourbeuses, est 3 fois supérieure à la captation du carbone dans les forêts. Et on est effrayé, c'est la première crainte que j'ai exprimée, le premier drame que j'ai exprimé, c'est qu'il y a trop de carbone dans l'atmosphère. Si en plus on fait sauter les tourbières, on fait sauter les zones humides, que donc on ne peut pas... Que les terres agricoles aujourd'hui sont moins des pâtures qu'elles ne l'ont été, parce que l'élevage a malheureusement du mal à subsister, eh bien les pâtures étaient des terres de captation du carbone, alors que la terre agricole... alors aujourd'hui, avec la couverture on améliore le système, mais de façon infiniment moins bonne qu'avec les zones humides. Et puis, ces zones humides permettent le maintien et le développement d'une faune et d'une flore qui était spécifique et qui était utile pour nous tous, des aménités également, évidemment. Et un quatrième danger, c'est l'eau. Et si on a besoin d'air pour respirer, on a besoin d'eau pour vivre. On ne vit pas très longtemps sans eau, même si on vit un peu plus longtemps que l'air. Si vous m'arrêtez quand je serai trop long, hein, ça va pour l'instant. Il n'y a pas d'impatience. L'eau est une véritable préoccupation. Elle est aussi indispensable que l'air. Et aujourd'hui, des surfaces considérables du monde en sont complètement privées. On n'a pas tenu compte de l'augmentation de la population. On n'a pas tenu compte des modes de production nouveaux. Faire du coton aujourd'hui, c'est effrayant l'eau que ça consomme. Et donc les hommes se battent en Asie pour avoir de l'eau. Le Golan, la bataille du Golan entre la Syrie et Israël, c'était un problème d'eau. J'ai été récemment en Irak, en Mésopotamie, avec un collègue sénateur à la demande d'une ONG, pour voir ce qui se passe en Mésopotamie, là où il y avait les marais d'Irak, qui étaient des marais absolument grandioses. Ils disparaissent. Alors Saddam Hussein n'y est pas complètement pour rien, mais en plus, il y a le problème de l'eau qui est confisqué par les Turcs d'un côté, les Iraniens de l'autre, au détriment des Irakiens. Et c'est des populations qui sont obligées de quitter l'agriculture pour aller vivre en ville, remplir les bidonvilles, et au bout du bout, immigrer, parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Et quand on se dit, c'est affreux, ces immigrés qui arrivent, etc., mais ces pauvres gars, qu'est-ce que les fassent? Vous voyez que les gens qui ont vu le lac Tchad devenir grand comme une pièce de monnaie alors qu'il était grand comme une galette des rois, forcément, enfin c'est une image évidemment, comment voulez-vous que les gens ne se battent pas? Ils peuvent pas nourrir leur troupeau, ça c'est pour les éleveurs, ils peuvent pas cultiver, ça c'est pour les agriculteurs. Comme par hasard, il y a une partie qui est chrétienne, l'autre qui est musulman, ça fait quoi, une guerre de religion? Pour l'eau. Et c'est comme ça que ça commence. Et toutes ces guerres qu'on a, et tous ces immigrés qui traversent de façon dramatique la Méditerranée en se noyant pour 1 sur 2, évidemment, l'origine est là. L'eau salée des océans ne vaut guère mieux que l'eau douce dont je viens de parler. Hein. La pollution au plastique. Je vois Madame la présidente de SOS l'Est de Mer au fond de la salle. Elle n'est pas présidente, mais elle est animatrice de l'association. La pollution au plastique qui génère des perturbateurs endocriniens chez les poissons, chez les polluants, le pétrole, le réchauffement des mers, ça affecte la planète en entier. Et évidemment, ça nous affecte. Ici, spécialement ici. Il n'y a qu'à se balader sur la côte pour regarder les centaines de kilos de plastique qui chaque année viennent s'y coller, de plastique et de tas d'autres choses. Et la France en entier, parce qu'elle a un périmètre
a une surface de mer considérable, plus d'1 million de kilomètres carrés, ses outre-mer, mais aussi évidemment notre littoral, nous-mêmes, parce que si on se baigne dans la Somme et dans la Somme, sur la plage Picarde et qu'on boit de l'eau, ou qu'on boit une tasse, ou il y a des perturbateurs endocriniens qui sont tout petits, qui rentrent dans nos estomacs et qui nous mettent en péril. Vous avez tous vu, comme moi, le rapport récent de l'Ifremer qui explique combien la masse de poissons en 10 ans en face de la baie de Somme a disparu. 80%, c'est pas 10% pour rire, c'est 80%. Et c'est pas de la surpêche. Je le dis tout de suite parce que sans ça je risquerais de me faire incendier, mais c'est pas de la surpêche, c'est même pas de la pêche. C'est exclusivement dû au réchauffement de l'eau. Alors, c'est des poissons qui ne sont pas disparus au sens où ils ne sont peut-être pas morts, mais ils se sont déplacés, ils ont quitté, ils montent, ce que je disais tout à l'heure, jusqu'au jour où ils ne pourront plus monter. Parce que ça a un terme aussi, les escargots, quand il fait trop chaud en bas, ils montent la montagne. Mais il y a un jour où ils ne peuvent plus monter parce qu'ils sont en haut et que là, ils crèvent. Et c'est ce qui se passe en Polynésie. Il y a un chercheur du muséum qui m'a raconté. Une année, il avait vu les escargots à 100 mètres de l'arrivée de la montagne où il était. Et puis quand il est revenu 18 mois après, les escargots n'étaient plus là, ils étaient morts parce qu'ils ne pouvaient plus monter. Et donc ils mouraient de chaud et de manque d'eau. Vous avez en 6e point, je suis vraiment affreux, parce que vous allez être déprimé, en rentrant chez vous, vous allez dire qu'est-ce qu'on est venu à parler de l'avenir de la baie de Somme, et on entend un sinistre sénateur qui nous raconte des histoires épouvantables sur la fin du monde. Gestion des flux de population. Alors, j'en ai parlé un instant à propos de l'eau douce. Les flux migratoires, les malheureuses populations, les guerres, ça je l'ai déjà dit. Mais il y a des choses qu'on voit aussi dans les flux de population. C'est un tout petit peu à côté, mais on en est quelque part, les uns et les autres, les témoins. C'est l'hyper-fréquentation, beaucoup moins dramatique, mais l'hyper-fréquentation néanmoins, de sites patrimoniaux, monumentaux, naturels, qui mettent en péril ces sites si on n'est pas capable de les gérer. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet d'aujourd'hui, mais ça va être un sujet en plus de demain. Il y a longtemps, quand on a créé le grand site, en baie de Somme, on avait dit c'est la gestion des flux touristiques, la thématique. Et on en a reparlé encore, je parle sous le contrôle de Stéphane, quand on était au ministère ensemble, on s'est fait un peu bousculer sur le problème des parkings. Parce que, comment faire pour concilier la venue et pourtant, je sais, si à Saint-Valery, que j'ai taquiné tout à l'heure, on n'a pas minimisé les efforts pour faire des parkings de dissuasion à l'entrée. C'est un problème qui est très très compliqué. De plus en plus de gens, et ça n'est pas fini, et en même temps de plus en plus d'impact de leur venue. Là, cette histoire d'hyperfréquentation, il va falloir le traiter, parce que c'est pas seulement ici, c'est au Mont-Saint-Michel, c'est... 6e point m'amène à évoquer un chapitre qui concerne une évolution mondiale, qui peut paraître paradoxal, mais donc il faut tenir compte pour réfléchir à l'avenir, c'est l'augmentation massive. Alors c'est pas les immigrés, c'est pas les touristes, c'est l'augmentation massive de la population mondiale. Ce n'est pas la population européenne qui est la plus importante et la plus impactante, mais ça concerne néanmoins, car il y a d'abord la masse de la population qui se déplace. Il y a 400 millions de Chinois qui prenaient pas l'avion, il y a 1,3 milliard de Chinois. Très peu prenaient l'avion il y a 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, il y a 400 millions de Chinois qui se déplacent sur la planète, qui visitent le Louvre, qui visitent le Metropolitan Museum à Londres, qui sont à New York, qui sont partout dans le monde. Ils débarquent massivement. Tant mieux, ils ont acquis un niveau de vie fantastique, mais il n'y a pas de raison qu'ils restent confinés chez eux en Chine, comme on aurait pu on l'imaginait du temps de Mao Tse-tung, du temps de la place Tiananmen et des malheureux souvenirs qu'on a de ça. Aujourd'hui, les Chinois ont un niveau de vie, 400 millions de Chinois vivent le niveau de vie des classes moyennes plus d'Europe. Donc ça a forcément un impact sur ici y compris. Et puis ça a un impact sur les ressources naturelles. Quand on discute des métaux rares, des minerais utiles à l'avenir de l'humanité, à la connectivité, à l'électricité, etc., ces métaux rares, aujourd'hui, ils les consomment autant que nous, mais les Africains sont en train d'y venir.
Les Africains sont aujourd'hui 1 milliard, ils entendent se développer aussi, et on ne peut que le leur souhaiter, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne se développent pas, il faut les y aider évidemment. Mais c'est des choses qu'il faut avoir présent en tête quand on réfléchit à l'avenir d'un territoire, parce que notre territoire a beau faire, c'est pas les 7000 hectares de la baie qui sont en cause, c'est pas même la moitié du département de la Somme, c'est un pays comme le nôtre, c'est l'Europe qui est concernée par ces questions-là. Et si on n'y réfléchit pas collectivement, ben à ce moment-là, ça sert à rien de se casser la tête en disant on va faire un truc de plus. On peut toujours dire on s'en fout, on construit des hôtels, puis tant que ça marche, ça marche. Mais c'est pas notre réflexion à vous, à nous qui sommes associatifs, avec un engagement fort pour la protection de la planète, pour un développement durable, équilibré, etc. Et le raisonnement, il doit être, et pour les hommes politiques, qui doivent prendre en compte vos préoccupations, et pour les pères de famille et mères de famille que nous sommes les uns et les autres, etc. Donc, l'agriculture est concernée, évidemment, par ces questions. Les ressources minières, je l'ai dit, et le besoin des populations qui augmente, les gens veulent un niveau de vie supérieur, et on ne peut pas leur reprocher, donc ça pose des problèmes déments. Le monde du XXIe siècle est aujourd'hui global, il est connecté, de sorte qu'il n'est pas possible en baie de Somme d'imaginer l'avenir 30 ans après, parce que, ben voilà, ceux qui nous ont précédés, ni même comme nous l'avons connu, il n'est pas possible de l'imaginer encore comme il y a 20 ans, voire 10 ans, ni même comme nous avons encore tendance à l'imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se développer dans une vision rapide. C'est pour ça que je prends pas mal de recul. Je suis désolé parce que c'est peut-être pas ce que vous entendiez. Peut-être vous auriez préféré que je vous dise qu'il faut des pistes cyclables, des parkings, des équipements collectifs supplémentaires, etc. Mais je pense que si on réfléchit à ça, on a faux. Le problème, c'est de voir comment on prend un peu de recul pour regarder comment, par rapport à la préoccupation du monde, qui vient, dans lequel on est déjà très largement, mais du monde qui vient, on va ne pas commettre trop d'erreurs, on va pouvoir faire en sorte que, bien sûr, nos compatriotes de la baie de Somme, de la Picardie-Maritime, de la Somme, des Hauts-de-France, vont pouvoir continuer de vivre, continuer de se développer, mais aussi comment tout ça s'insère dans un grand ensemble qui est notre pays et l'Europe. Et il faut éviter que de trop profondes désillusions nous frappent, ou frappent surtout. Moi, c'est ma grosse inquiétude, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma vie, elle est pour une grande part derrière moi, alors que j'ai 9 petits-enfants, quand je les regarde, je pense à ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'arrive pas à m'extraire du fait que, voilà, il faut qu'on soit plus collectif, plus généreux. Pas généreux à l'égard de nous-mêmes, généreux à l'égard de l'avenir. C'est ça la vraie préoccupation. Et 30 ans après, point d'interrogation, je reprends la question du président, nous devons intégrer ces données dans notre logiciel, nous devons les intégrer le plus vite possible pour concevoir dès à présent un avenir. Ces données ont toutes un impact sur l'avenir de notre territoire, celui des populations qui y vivent. C'est évident. Voilà, ça c'est un premier point. Alors la deuxième partie, ça dure moins longtemps je pense, parce que c'est des solutions, c'est toujours plus difficile, puis on est obligé d'imaginer des solutions globales, on ne peut pas imaginer des solutions précises. Mais déjà, quand on réfléchit à ce qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas ce qu'il faut prendre en compte, ça permet, quand on regarde un problème, de le regarder à travers la grille. Il y a une grille, qu'est-ce que ça fait pour le climat, qu'est-ce que ça fait pour la population, qu'est-ce que ça fait pour la biodive, et est-ce que je peux éviter, est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je peux consommer moins, est-ce que je peux être plus économe, pas seulement de l'argent, de la nature, du temps, respectueux de la santé. Et je vous jure que je ne suis pas pessimiste. Ceux qui me connaissent un peu, j'ai même un optimisme et un enthousiasme qui fatiguent mon entourage proche. Mon épouse n'est pas là, donc je peux vous le dire. Mais elle garde un petit-fils. Voilà. Il était trop petit pour venir. En plus, je pense profondément ce que je dis. Ce qui est peut-être rare, vous direz, chez un homme politique, mais j'assume cette... enfin, pas ceux qui sont dans la salle, donc je ne suis pas gêné de le dire. Je suis par contre sûr que l'humanité en général, et la part d'humanité que nous représentons ici aujourd'hui en Picardie-Maritime, est parfaitement capable, c'est ça qui est important, c'est est-ce qu'on peut, moi je suis sûr qu'on est parfaitement capable d'adapter notre projet de développement pour répondre aux défis qui sont devant nous. C'est ça l'enjeu en fait, il faut qu'on intègre les données dans le logiciel et il faut qu'on adapte les données. Et qu'on adapte les projets pour tenir compte de ça. Et à ce moment-là,
Alors on ne pourra pas le faire tout seul, parce que si nous tout seuls, on n'est pas un petit village de Gaulois comme dans Astérix, et tout seul au monde contre le reste du monde, ça ne serait pas sérieux. Je vais vous dire une chose pour vous faire sourire un instant, après ça sera moins triste. J'aime beaucoup cette phrase de Woody Allen, l'humoriste cinéaste américain, qui dit « L'avenir est la seule chose qui m'intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années. » Et donc, c'est quelque chose qui est très vrai, et quand on est fatigué ou qu'on n'a pas le moral, il faut penser à son avenir, parce que c'est là où il faut se battre pour y rester le plus longtemps possible. Alors, quelle piste peut-on envisager ? En préambule, je voudrais dire ça de façon très sérieuse aussi. Je souhaite continuer à faire partie de ceux qui disent et défendent le point que si tout n'a pas été bien fait, en Picardie-Maritime et ailleurs d'ailleurs, assez vite fait, si tout n'a pas été assez protégé, assez bien protégé, il faut rendre hommage à tous ceux qui, des plus modestes aux plus engagés, ont fait et bien fait. Parce qu'ils étaient tous de bonne foi, la plupart. Donc on peut faire plus vite, on peut faire mieux. Il y a des gens qui sont très engagés, il y en a qui le sont moins. Je crois qu'il faut au moins, à minima, avoir un regard indulgent pour ceux qui sont moins engagés, qui comprennent moins vite, qui sont moins intéressés, qui n'ont pas Et c'est peut-être à nous qui sommes engagés d'aller porter la pertinence des enjeux, d'aller dire la pertinence des enjeux. Ce que a dit M. Rigaud tout à l'heure est intéressant. Il a une connaissance des techniques et professionnelles de ces sujets. Là, il faut qu'ensemble, quand on a l'opportunité, il faut aller dire ces choses-là. Parce que si les gens disent on ne savait pas, on ne comprend pas. Vous savez, dans le rapport que j'ai fait sur les pertes de biodiversité, dans la note que j'ai faite sur les pertes de biodiversité, j'ai fait appel à une chercheuse du muséum qui réfléchit à la psychologie comportementale pour expliquer pourquoi il y a des climato-sceptiques. Et il y a des tas de raisons qui sont extrêmement intéressantes. Les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus, et ils n'ont encore pas assez, parce que Trump reste un sacré morceau à convaincre, mais ils ont beaucoup réfléchi, et cette réflexion, elle permet, si on la met sur la table, d'expliquer. Je vais trahir un secret, mais tant pis, il n'est pas là, donc il ne pourra pas me le reprocher, vous ne lui répéterez pas, c'est Gérard Longuet. Gérard Longuet, qui est un homme intelligent, ancien ministre de la Défense, énarque, etc., est assez climato-sceptique. Et dans la note, j'ai eu cette demi-page consacrée à la réflexion sur les climato-sceptiques. Et je me disais, si je fais une note sur la biodive en disant que ça disparaît, il va venir m'engueuler après en disant que j'ai rien compris, qu'il y a toujours des oiseaux dans son jardin, ce que disent un certain nombre de personnes qui dénient qui dénient l'évidence. Mais ils ne dénient pas parce qu'ils sont malades, ils dénient parce qu'ils ont un comportement psychologique qui les amène à avoir cette incompréhension. Et donc il faut essayer de les travailler. Et alors, curieusement, Gérard Longuet est venu me remercier d'avoir mis cette demi-page sur les problèmes psychologiques de ceux qui ont du déni. Parce que peut-être, je me suis dit, j'ai pas encore reparlé avec lui du sujet, mais peut-être il est certainement assez intelligent pour essayer de réfléchir. Souvent, quand on a une attitude dans la vie d'opposition, quand on réfléchit aux causes de cette opposition, on peut arriver à modifier si on y réfléchit de bonne foi. Et je pense qu'il y a une réflexion, et là aussi un discours à mener pour ces gens. Alors, il est tentant de dire, je reprends le fil de ma pensée, j'ai l'impression que j'ai sauté une page, donc je suis perdu, pardonnez-moi. Je reviens à Voilà, ceux qui ont fait... comment faire pour prendre en compte les points difficiles? Peut-on continuer comme avant? Chacun de nous, alors voilà, c'est ça qui est important, j'ai oublié de le dire, chacun de nous sommes les petits colibris de Pierre Rabhi, même si nous ne le savons pas encore. Il y en a dans la salle qui ne savent pas qui sont les petits colibris de Pierre Rabhi. Il faut qu'ils réfléchissent, donc qu'est-ce que je peux faire comme petit colibri, comme le demande Pierre Rabhi? Il est tentant de dire que le réchauffement, qu'est-ce que je peux faire à la montée des eaux? C'est vrai, moi, Jérôme Bignon, dans mon coin à Oisemont, avant que ça atteigne... J'ai été me percher dans un pays qui s'appelle Oisemont. Hein, donc, je ne suis pas dans la vallée de la Brelle. J'ai moins de risques de monter des eaux. Le plastique dans l'océan, qu'est-ce que je peux y faire? On voit qu'il y a des braves gars qui partent avec des bateaux, ramasser le plastique, ils essayent... Mais voilà, c'est essayer de vider la mer avec une cuillère à soupe. Hein.
Idem pour les migrations de ces pauvres gens qui viennent nous retrouver. Et pourtant, dès lors que ces questions impactent déjà ou vont impacter, il est absolument indispensable de notre territoire de les regarder. Alors, localement, et je n'y suis pour rien, ou presque, des citoyens bougent. Ça, c'est intéressant de regarder, parce qu'il y a des gens convaincus, alors, je ne parle pas de vous qui êtes là, non pas pour m'écouter, mais parce que vous êtes venus à cette réunion annuelle pour évoquer des souvenirs et aussi pour parler de l'avenir et du rôle que vous pouvez y jouer. Il y a des citoyens qui bougent, et dans la vie associative, il y en a beaucoup, et j'ai 3 ou 4 exemples en tête pour la Picardie maritime, qui sont des nouveaux regards portés sur les conséquences du réchauffement climatique. Et c'est des démarches pertinentes qui mériteraient d'être multipliées, dupliquées, éventuellement rejointes et de travailler avec eux. Ça peut venir du terrain, et ça je trouve que c'est intéressant aussi. C'est pas nécessairement, c'est un signal que j'envoie si vous participez au grand débat, il y a des hommes politiques qui pensent que le terrain peut avoir de bonnes idées. C'est pas seulement top-down, comme disent les Britanniques, c'est aussi bottom-up. Et ça, c'est important de le penser. Donc, il y a l'association Zéro Carbone. Alors, on me dire, qu'est-ce que c'est 30 rigolos, etc. Mais en fait, c'est 60 commerçants qui essayent de réfléchir à dire comment peut-on... Alors, c'est un produit d'appel, c'est pas idiot, ça peut intéresser les clients, ça peut intéresser des gens qui regardent sur Internet, mais la réflexion est intéressante. Comment peut-on rendre un contact commercial dans un restaurant, dans un hôtel, dans un transport organisé, etc., comment peut-on le rendre insensible au carbone, enfin non consommateur de carbone, ou le moins consommateur possible de carbone. Je trouve que cette démarche est intéressante. Zéro carbone, zéro impact sur le carbone supplémentaire émis, et donc stocké. Il y a, je vais la faire rougir, mais tant pis, celle qui n'est pas présidente de l'association, mais qui en est l'animatrice et l'initiatrice, Sophie Hélène, qui habite près de Cailleux, qui habite à Cailleux, qui a créé avec un certain nombre, dont je suis, une association qui s'appelle SOS Laisse de Mer. J'ai parlé de la laisse de mer. Alors la laisse de mer, elle a un côté qui est toujours extrêmement intéressant, c'est la partie végétale de la laisse de mer, même la partie animale qui provient des animaux, parce qu'elle continue, elle consolide les berges, les rives, l'estran, merci. Par contre, dans la laisse de mer est enchevêtré bien souvent des bouts de filet en plastique, pardonnez-moi, monsieur Montassine, je ne sais pas une attaque personnelle, il se retourne, des cuillères en... Ça fait 25 ans que je les ramasse. Bon, alors ça va. Des cuillères en bois, des cuillères en plastique, des cartouches de chasseurs, etc., etc. Et ça se termine dans la bouche des poissons, dans la bouche des oiseaux, au fond de l'océan, et donc c'est une véritable catastrophe. Donc organiser la sensibilisation, parce que Sophie n'a pas la prétention de ramasser toute la laisse de mer et de la transformer l'océan, mais elle a derrière cette idée, une idée de sensibilisation du plus grand nombre. Sensibilisation qui est extrêmement pertinente et qui marche évidemment bien. L'élément mortifère doit nous mobiliser pour éviter que, à nouveau, les perturbateurs endocriniens nous fassent mourir. En lien avec SOS Laisse de Mer, il y a l'aire marine éducative du Crotoy. Vous connaissez cette expérience. Et de Saint-Valery maintenant. Alors, pardonnez-moi, je n'étais pas au fait de l'actualité. Donc, il y en a 2 en baie de Somme. C'est une expérience. 3 à Noyelles. Non, 2. Il y en a 2. Ça va tellement vite. Oui, mais là, on va gagner des points. Là. Vous savez, ça vient des marquises. J'étais au... Ah, c'est fabuleux. Voilà, mais arrêtez. Donc, c'est une expérience marquisienne d'un instituteur dans une petite île à côté d'Ivaoa, qui a, à la demande des gamins d'ailleurs, qui ont dit, mais est-ce que vous pouvez nous apprendre, monsieur, comment ça se passe, etc. Et il a lancé le truc, ça a été repris, etc. Et aujourd'hui, je crois qu'il y en a une 60aine, enfin, mes derniers chiffres, c'était une 60aine en France, mais à la vitesse à laquelle vous allez, on va bientôt être à 200 ou 300, mais c'est génial, c'est totalement génial. Il faudrait le faire les zones marines éduquées, les zones pour les mares, il faudrait le faire pour... Parce que les enfants, contrairement à ce que pensent certains, sont bien meilleurs éducateurs à l'égard de leurs parents
que les parents à l'égard de leurs enfants. Enfin, je suis méchant de dire ça. On apprend à ses parents, mais non, jette pas ça, non, trie pas, trie, etc. Bon. Et donc, il y a un... Bon. Et puis, il y a, parce que j'ai dit du mal d'eux avec les cartouches, mais depuis longtemps, les chasseurs de la baie de Somme font un effort important pour ramasser, chaque année en tout cas, ils font beaucoup de tours de milieu naturel, ils en font une très bonne communication, et donc, bon, voilà, non mais à tout pêcheur miséricorde, s'ils ramassent des déchets, c'est plutôt une bonne idée, et ils jouent les petits colibris, c'est plutôt pas mal. Ces actions ne sont que des actions modestes qui tentent à démontrer que des citoyens responsables sont présents, conscients et acteurs. C'est ça que je voulais dire par ces exemples. Parce que derrière ça, il y a une citoyenneté qui est essentielle pour l'avenir. Tant qu'il n'y a pas... C'est pas les élus, c'est pas les gouvernants nationaux, c'est pas les fonctionnaires, quelle que soit leur bonne volonté, quelle que soit qui résoudront ces problèmes-là. Ce sont les citoyens qui les prendront en main et qui feront évoluer le système. Et donc il faut multiplier, je redis encore cette image de Rabi, il faut multiplier les colibris, que ces colibris soient des personnes humaines ou des associations, c'est essentiel. Et puis, de façon plus générale, plus profonde, à mon sens, pour envisager l'avenir en tenant compte des crises majeures que nous vivons et allons vivre, parce qu'on va les vivre, malheureusement on n'aura pas résolu le problème avant que toutes ces choses-là se mettent en place et durent un peu, il faut probablement changer d'échelle et regarder le territoire qui nous est cher comme faisant partie d'un écosystème beaucoup plus vaste. Alors, c'est pas ce qu'on appelle un changement de paradigme. Vous savez, le fameux modèle du changement de paradigme, c'est le prof de musique qui fait monter ses élèves dans le fameux film, ou le prof d'anglais qui fait monter ses musique, fait monter les élèves, et regardez par la fenêtre là, les enfants dégagent une vue, et il dit, mais non, maintenant montez sur la table, et ben, ils voient une vue différente. Donc l'idée, c'est pas ça. Là, c'est une idée beaucoup plus profonde, c'est d'élargir le champ. Élargir le champ, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on reste dans l'entre-soi de la baie de Somme. Que les problèmes qu'on a à résoudre, c'est de participer à la transition énergétique, écologique et solidaire, et que c'est malheureusement peut-être que le vocabulaire ne plaît pas à tous, mais c'est quand même le lien fort qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à avancer sur le climat, sur la consommation de l'eau, sur la biodiversité. Et si on le fait sur une petite échelle, je crains qu'on... Voilà, on va faire un truc très sympathique, c'est le jardin de curé pour les légumes de la soupe. Mais ça ne nourrit pas un peuple. Le problème, c'est que notre idée, c'est d'essayer de participer à un programme beaucoup plus vaste. Et la baie de Somme a cette chance exceptionnelle d'être une baie, parce que en fait, c'est une fausse baie en plus. C'est un estuaire. C'est un estuaire. Et merci de me confirmer. Un estuaire, par rapport à une baie, ça veut dire que l'estuaire, il y a une entrée et une sortie. Alors qu'une baie, voilà, l'eau est contenue dans les limites de la baie. Et c'est quand même très important de le comprendre, parce que quand on regarde la baie de Somme, on se dit, si c'est une baie, bah, finalement, elle est assez peu en lien avec ce qui est derrière. Si c'est un estuaire, on regarde non plus la baie, on regarde l'estuaire, et quand on regarde l'estuaire, on est obligé de regarder, si on a la mer d'un côté, la source de l'autre, on est obligé de regarder le grand cycle de l'eau. Et le grand cycle de l'eau, ça a un signal un peu techno pour dire que bah, l'eau, elle descend par la source, elle descend la rivière ou le fleuve, elle arrive à la mer, elle se sale en passant, hein, elle se mélange, mais il va y avoir du soleil, le soleil va faire de la vapeur va se transformer en nuages, et les nuages reviennent pour arroser. Et ils vont pas très loin d'ailleurs, ils vont 300-400 km, jamais beaucoup plus loin. Donc c'est un grand cycle qui est une espèce de cycle vertueux, et ce grand cycle-là, c'est un écosystème en lui-même, parce qu'il fait une boucle, et donc je pense que le territoire du grand cycle est important. Alors on peut l'imaginer, c'est ça à mon avis sur lequel il faut essayer de travailler. Il ne s'agit pas de dire on abandonne la baie de Somme, on ne s'occupe plus de la baie de Somme, ça ne sert à rien, etc. On s'occupe de tout le reste. Il faut avoir une vision, à mon avis, qui soit plus large. C'est ça que j'ai essayé de développer. C'est pour les 30 ans qui viennent, hein, ou les 20 ans qui viennent, si on veut réfléchir à comment prendre en compte la dimension du changement climatique, de la montée de l'eau, etc.
Il faut évidemment faire un lien étroit, plus étroit probablement, avec le parc naturel marin, qui a eu une enfance difficile, d'abord parce qu'il n'avait pas assez de monde pour s'en occuper, et puis deuxièmement parce qu'il y a ces foutues éoliennes qui perturbent quand même un tout petit peu non pas seulement le champ de vision, non pas seulement les pêcheurs, mais qui perturbent la perception qu'on a de se dire on a un parc marin, on crée un parc marin, ça veut dire que c'est protégé, puis on va mettre des éoliennes, même si elles sont à 10 000, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le système. Mais ça, c'est vachement compliqué à voir de Paris ou du bureau d'Engie, et je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Peut-être que les tribunaux donneront satisfaction à ceux qui font des recours. Je n'en sais rien, mais il n'en demeure pas moins que la dimension parc marin et la dimension qui a été évoquée tout à l'heure du pôle littoral qui nous amène à regarder l'espace estuarien, qui nous amène à regarder jusqu'à Boulogne probablement et plus bas en Normandie pour discuter, parce que c'est un écosystème qui lui aussi est connecté. Sous l'eau, il se passe des choses et on ne peut pas dire qu'on connaît ce qui se passe en face de la baie de Somme et pas s'intéresser à ce qui se passe à côté. On le sait bien. Le courant froid, le cheminement des galets, les chutes de... Bon, moi, je ne suis pas scientifique, peut-être je me trompe sur ce sujet. On peut peut-être rétrécir, on peut peut-être élargir, j'en sais rien. Mais on ne peut pas juste regarder la sortie de l'estuaire, c'est insuffisant. Et on ne peut pas ne pas associer le parc marin. Alors, on ne peut pas non plus prendre tout, parce qu'à ce moment-là, si tout est dans tout et réciproquement, on est obligé de traiter le problème de la planète dans notre conférence. Donc je pense que j'ai déjà été assez planétaire pour ne pas recommencer. Il faut revenir à quelque chose qui soit humainement concevable, c'est-à-dire à portée de nos cerveaux, c'est-à-dire qu'on puisse quelque part le voir, au sens le percevoir, comprendre. Quand on parle de la baie de Somme, de l'estuaire de la Somme, du parc marin, et qu'on va jusqu'à Font-Somme, qu'on va jusqu'à la frontière de l'Aisne, c'est perceptible par n'importe quel... Et c'est cette échelle-là, minimum, qu'il faut commencer à regarder. L'écosystème, si on le limite à l'estuaire, alors il faut traiter l'estuaire, mais si les eaux qui arrivent dans l'estuaire sont pourries parce qu'on n'a rien fait dans la vallée, qu'on a laissé couler, on a laissé des transformateurs, des industries, des stations d'épuration, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous décrire la catastrophe, mais la Somme, elle a du boulot pour améliorer l'estuaire. Hein. Il n'y a pas que ce qui vient de la mer, il y a aussi ce qui vient de la Somme. Il n'y a qu'à regarder le fleuve quand il se jette à Saint-Valery. Donc c'est une vision globale. C'est une vision qui est globale et qui est très intéressante parce qu'elle couvre le territoire. Elle couvre le territoire parce que la Somme, elle est là au milieu comme la grande arête du Poisson, mais sur le côté, il y a plein de petites arêtes qui sont les petites rivières, et Dieu sait s'il y en a, qui donc permettent d'organiser cette eau douce qui va se transformer en arrivant en eau salée. Donc il faut absolument, à mon avis, qu'on réfléchisse collectivement, si ça intéresse, sur comment peut-on faire pour avoir cette vision plus collective et qui soit partagée. Alors, il y a des tas d'acteurs qui sont passionnés par ces questions-là. Sur la côte, il y a les communes, l'agglo, il y a le SMACOPI, il va y avoir le PNR, on le souhaite de tout cœur et ça va finir par arriver. Il faudra peut-être d'ailleurs mettre un petit peu d'ordre dans la gouvernance, parce que voilà, on dit qu'il ne faut pas trop dépenser. Je sais que le président maire de Saint-Valery est assez attaché à l'idée qu'on ne dépense pas l'argent pour rien, et donc c'est une qualité supplémentaire qui est la sienne. Il faut réfléchir à ça. Après, on a beaucoup de réflexions à mener jusqu'à Abbeville, et puis on a la chance d'avoir un qualificatif commun qui unit à la fois la vallée, à la fois la ville d'Amiens, la capitale régionale, l'ancienne capitale régionale, et les basses vallées la basse vallée de Somme, c'est Ramsar qui crée une unité de préoccupation, d'intérêt écologique, d'importance internationale. Et on le doit beaucoup à Christian Manable qui était ici et qui avait bien voulu lancer ce chantier et faire qu'il aboutisse. On a continué avec la ville Ramsar, la ville d'Amiens qui est devenue une ville Ramsar, a été continué les chemins du halage qui ont modernisé la circulation. Donc il y a toute une opportunité qui fait que la vallée de la Somme est branchée, si j'ose dire, si c'est pas très élégant, mais est branchée sur un écosystème qui est très vaste, très pertinent,
très intéressant sur le plan de la biodiversité. Il n'y a pas de rupture. Alors il y a des ruptures urbaines qui sont un peu violentes parfois, mais globalement il y a des pertinences et ça donne des obligations à la ville d'Amiens de traiter ses eaux, de gérer ses rives, de revoir ses ortillons, de voir les affluents, de traiter les affluents le long. Ça met de la proximité, ça permet d'utiliser le train comme moyen de transport pour venir d'Amiens ou d'Abbeville sur la côte. Ça permet, et bien plus loin, le train, il va... J'ai compté, il y a 15 stations de train sur l'itinéraire de la baie de Somme. Donc ça veut dire qu'on peut parfaitement imaginer sur le long terme, je redeviens zéro carbone, un train à hydrogène qui circulerait sur le territoire de la Somme, avec des escales, avec des vélos électriques. Et donc tout ça n'est pas invraisemblable. Ce qui a été réalisé par le département ces dernières années, le concept de grande vallée de la Somme, rentre parfaitement dans cette idée. J'invente rien, je fais que mettre bout à bout des idées qui ont été conçues par d'autres et qui peuvent, comme un puzzle, se rabouter. Alors il faut continuer, développer, renforcer, connecter. On peut imaginer Internet partout. Aujourd'hui, les gens veulent avoir Internet sur leur vélo, leur trottinette, mais tout ça, c'est normal. On rentre dans cet univers-là. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, mais ça permet d'avancer dans une direction de développement qui nous met... On le dit toujours, il y a 30 ans, on disait on est dans un bassin de vie de 30 millions d'habitants. Maintenant, on est arrivé à un bassin de vie de 60 millions d'habitants. Ça a grandi, et c'est normal, en 30 ans, les gens se sont développés, les métropoles autour de Lille, autour de Bruxelles, autour de Londres. Il y a 30 ans, il n'y avait pas l'Eurotunnel, on n'était pas à 2h30 Moi, j'ai un neveu qui vit à Londres, il vient passer le week-end à Oisemont, enfin à Bernapré, chez mon frère. Donc, ça ne paraît pas extravagant, il prend sa voiture de l'autre côté, il prend sa voiture et il traverse en voiture dans l'Eurotunnel. Ce n'est pas des week-ends gratuits, mais une fois de temps en temps, il peut le faire. Donc, ça veut dire que les Anglais alors, quand il y aura le Brexit, peut-être qu'ils ne pourront plus rien faire. Mais bon, on sera obligé de passer la frontière, etc. Ça va être compliqué. Mais enfin, bon, tout ça finira par s'arranger un jour. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un ensemble territorial qui présente des caractéristiques sur l'eau, la biodive, le climat, la culture. Comment ? Ah, vous l'avez ôté dès la bouche. C'est vrai. Et on peut être un modèle. Oui, mais il faut qu'on se revoie alors. Mais oui, je suis là. Voilà. Alors, j'ai presque fini. Parce que je sens que vous en avez marre. Non ? Bon, alors tant mieux. Je voulais vous l'entendre dire. Voilà. Donc, je crois que j'ai dit beaucoup de choses déjà dans ce long propos. Je regarde s'il y a la solidarité du bassin, l'Aisne, tout ça, j'en ai parlé. Amiens, la connexion, toutes ces villes reliées. Oui, quand j'ai dit reliées dans la Somme, mais on peut imaginer, on est relié à Lille, on est relié à Calais, on est relié à Paris, on est relié à Saint-Quentin. Je veux dire qu'on a des opportunités. Le train, je veux dire que faut imaginer que... Il n'y en a pas assez de train. Non, mais Parce que je fais de temps en temps à Paris. Eh bien, je vais vous dire un truc. Le matin ou le soir. Eh bien, ça peut typiquement, puisque la région a pris la compétence train, ça peut être typiquement un souci de discussion avec la région pour investir dans la dimension train de notre territoire, parce que nous voulons être exemplaires et qu'elle nous donne des trains supplémentaires, ça lui coûte moins cher que de construire un lycée. Hein. Et donc ça permet... Qui soit pas, bah oui, après, j'en parlerai. Le matin, ça coûte tel prix, le soir, pour revenir, ça coûte plus cher. C'est pas... Par contre, je voudrais vous faire une réflexion. Attendez, je termine, j'ai fini, et après, toutes les réflexions que vous voulez. Non, parce que là, je suis censé, je perds mon latin, donc j'en ai déjà plus beaucoup. Non, je crois que je vous ai dit à peu près tout, parce que je suis un peu perturbé, parce que j'ai mangé des morceaux, mais je les ai dit quand même, et j'en ai sauté d'autres. Non, j'ai évoqué la gouvernance. La gouvernance, c'est probablement une des questions les plus difficiles, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a la région, il y a le département, qui ont chacun des compétences diverses et variées, qui ont pas mal changé avec les dernières règlements, avec les dernières lois qui ont été votées sur ces questions-là. Il y aura probablement encore des ajustements. Il y a des planifications régionales, il y a des planifications locales, il y a l'État qui veut toujours dire un mot. Donc tout ça n'est pas simple.
Et puis il y a des ambitions légitimes, personnelles, de territoire, etc. qu'on ne peut pas, on peut pas transformer les hommes tout de suite en saints dans notre programme. Donc on est bien obligé de tenir compte qu'il y ait des ambitions, c'est normal. Alors l'essentiel, au fond, pour ne pas commettre trop lourdes erreurs, c'est toujours ce qui a été fait, la philosophie qui a comment dire, habité les aménageurs de la baie de Somme, alors à des exceptions près, peut-être que M. Rigaud dirait que j'exagère, que je suis trop indulgent, etc., mais je pense que c'est fondamentalement vrai quand même, globalement. Montesquieu disait qu'il faut légiférer les mains tremblantes. En baie de Somme, il faut aménager les mains tremblantes. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder quelles sont les conséquences de l'aménagement qu'on fait. Ne pas bétonner, pour le principe. C'était quand même le grand maître mot de Max Lejeune. Si on n'a pas eu de route entre Fort-Mahon et Caen, si on n'a pas eu de route à travers la baie de Somme, etc. etc. Bon, je ne pense pas qu'elle aurait pu être faite. Mais c'est quand même des gens qui se sont toujours opposés. Et Max Lejeune a une autre qualité, c'est qu'on n'inaugurait pas. En baie de Somme, tout ce qui s'est fait à travers le SMACOPI, Jean-Christian s'en souvient, c'était toujours des choses qui étaient très discrètes. Il n'y avait pas de cocorico, ruban bleu, blanc, rouge, etc. Parce que le propre d'un milieu, c'est de rester comme il est, authentique, en l'améliorant. Alors il y a une chose, moi, qui me tient à cœur beaucoup, c'est un des sujets qu'on a sur la table en ce moment dans les grands débats qui se déroulent, c'est qu'il faut surtout dans des zones sensibles comme les nôtres, où l'épiderme la tête est près du bonnet, comme on dit, il faut être participatif. Je pense qu'un des grands sujets de l'avenir politique, c'est d'être davantage participatif. Je pense que le non-cumul a été une vraie sottise, à mon avis. J'allais dire un mot beaucoup plus violent, mais je me suis retenu à cause des dames. Une sottise, parce que l'homme... Alors, il y a des gens très talentueux qui peuvent éviter parce qu'ils ont une connaissance du terrain, ils participent à la vie associative, etc. Mais si vous êtes loin du terrain, un parlementaire, c'est très vite loin du terrain. Très vite. Et parfois, ils n'ont jamais été sur le terrain. Donc, dans la quantité qu'il y a actuellement, qui ont des gens gentils, talentueux, etc., ils n'ont jamais été sur le terrain, donc ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Et la crise des Gilets jaunes, c'est une partie de cette totale incompréhension entre des problèmes qui étaient légitimes, mais qui n'arrivaient pas à trouver une expression. Et quand ils ont trouvé l'expression, elle s'est traduite en une expression violente, parce que comme personne ne les écoutait, Christian, moi... on a fait des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures de permanence depuis qu'on est élu, et on amortit quand même beaucoup de choses. Donc élargir le champ de vision, démocratie citoyenne, élargissement du champ de vision, améliorer la gouvernance, en rendant l'enjeu lisible, associer les citoyens. Et alors j'ai une toute petite chose pour terminer, je ne vais pas être très gentil parce que c'est probablement un des trucs les plus compliqués que j'ai dit ce soir, je n'ai pas dit de choses très compliquées, mais j'ai un point encore. Il faut entrer, certainement vous avez entendu parler de ça, mais peut-être pas tous. On parle souvent de développement durable. Le développement durable, c'est un concept des années 70, Madame Brundtland, première ministre de Norvège, ou de Suède, Norvège, qui dit, voilà, il y a l'environnement, il y a le social, il y a l'économie, il faut que tout ça soit croisé, parce qu'au fond, l'essentiel, c'est l'homme. Il n'y a pas l'environnement contre l'économie, le social. C'était très pertinent. Depuis, à l'occasion des réunions climat, d'ailleurs, les hommes ont pensé que si on voulait réussir un changement sociétal fort pour aboutir à respecter les moins 2 degrés, 1,5 degré, les 2 degrés, plus 1,5, il fallait que les États, les citoyens, pas seulement en France, changent leur comportement, et est né ce qu'on a appelé le Millennium Assessment, pour 2030. 195 États se sont engagés aux Nations Unies pour signer 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD, 17 objectifs de développement durable, qui représentent 169 cibles, qui sont déclinés en 244 indicateurs. Rassurez-vous, je ne vous les déclinerai pas tous. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reprend les 3 objectifs, simplement ça les décrit. D'une part, ça les décrit, ça les précise. Mais dedans, il
il y a des objectifs qui vont peut-être vous faire sourire en disant mais qu'est-ce que ça a à voir avec le développement durable? Il y a l'objectif de la pauvreté. Résorber la pauvreté, c'est une manière de faire du développement durable. Résoudre le problème de l'égalité homme-femme, c'est un problème de développement durable. Il est anormal qu'il y ait 800 millions de femmes qui marchent des kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau, que des jeunes filles n'aillent pas à l'école pour aller chercher l'eau. Et l'égalité homme-femme, elle passe déjà, si on résolvait ce problème-là, on aurait fait des progrès considérables. Tout ça est très compliqué. C'est protéger la santé. Il y en a 17, donc je ne vais pas vous les énumérer tous. Il y en a une sur l'océan, il y en a une sur la biodiversité, etc. Et je pense qu'il faut qu'on arrive progressivement, ce qui est intéressant, et le plus intéressant de tout, quelques pays le font, des pays d'Europe du Nord, qui sont des petits pays, donc ils sont très organisés, c'est de jumeler, de coupler, plus exactement, les indicateurs de développement durable et les cibles, les indicateurs et les cibles, avec quoi, d'après vous? Le budget. Les indicateurs du budget. Parce qu'en France, on a un talent fantastique, et dans d'autres pays, vous avez le budget, Bercy, ils disent leurs trucs, ils ont leurs indicateurs, et ils se foutent du reste. L'indicateur n'est pas bon, vous pouvez faire toutes les politiques que vous voulez, vous ne passerez pas. Donc, tant qu'on n'aura pas couplé, tant qu'on n'aura pas fait comprendre à Bercy qu'il faut que les indicateurs de la loi de la LOLF, la loi de finances, soient couplés avec les ODD, alors ça échouera. Alors, par contre, si on arrive à progresser dans cette direction, 2030, c'est dans 12 ans, mais on pourrait parfaitement imaginer de rendre notre territoire compatible aux ODD. C'est-à-dire qu'on est en plus du travail avec le parc naturel marin et avec la source dans l'Aisne, avec Amiens, avec la vallée, avec les vallées latérales, sèches ou humides, qu'on arrive à mettre des ODD, alors quelque part on a construit non pas un projet qui tienne compte d'une nouvelle piscine, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais je veux dire qu'on a un projet qui est beaucoup plus global, qui intéresse probablement, qui motive davantage, qui concerne toutes les communes. Pas seulement les 18 communes ou les 20 communes ou les 25 communes maintenant qui sont dans le grand site, pas seulement les communes du SMACOPI, pas seulement les communes de l'Agglo d'Abbeville, toutes les communes du département sont concernées à un titre ou à un autre, parce qu'elles vont rentrer dans cette histoire qui est vertueuse. Voilà, j'ai fini. Vous voyez que je suis épouvantablement bavard. Monsieur Eblis, vous m'aviez donné 1 heure, j'ai parlé combien de temps? S'il vous plaît. 1h30? Un peu moins. 1h15. Excusez-moi, j'ai débordé. Je suis désolé, mais c'était... Voilà, merci beaucoup. Alors, je me suis pas vengé. C'est pas brillant. Peut-être des questions. Oui. Question. Oui. Écoutez, cet après-midi à Saint-Valéry, Je m'assieds. comme vous avez la chance d'avoir 2 sénateurs pour le prix d'un, je vais en profiter. D'abord, je voulais remercier et féliciter Jérôme. Je crois qu'on a tous parfaitement adhéré à ses propos. Il nous a rappelé sa dimension humaniste. Et puis, il nous a aussi montré qu'il était un défenseur et un militant intelligent de la biodiversité. Et moi, j'ai pu en juger, et là, je vais donner un souvenir personnel. Au début, j'étais sénateur au Palais du Luxembourg, la loi sur la biodiversité, où Jérôme a défendu ce sujet becs et ongles, ne se faisant pas que des amis dans son propre camp politique. Je crois je peux me permettre de le dire. Tu ne me trahis pas. Je les ai quittés d'ailleurs tellement ça m'a regardé. C'est une des raisons pour lesquelles tu les as quittés en cours de mandat, absolument. Je crois que ce qui est intéressant dans tes propos, c'est de dire qu'il faut réfléchir large pour agir local. Ouais. Et effectivement, moi, il y a un sujet qui m'est cher sur cette côte picarde, c'est qu'il faut réfléchir à sa protection de manière globale et interrégionale. Et je dis toujours que lorsque les Normands créaient des richesses sur leur littoral, ils généraient des dépenses publiques sur le nôtre. Je veux dire par là que chaque fois que les Normands ont créé des pièges à galets sur ce tapis roulant de galets qui venait des falaises vives de Normandie et qui engraissait le cordon littoral protégeant nos bas champs, et à chaque fois ils réduisaient le transit naturel de galets et créaient chez nous des dépenses publiques supplémentaires avec des norias de camions, de galets pour renforcer et protéger les bas champs. C'est pour ça que lorsque j'étais président du département, j'avais repris, je n'avais rien inventé,
J'avais repris les écrits de Max Lejeune en 1974 qui disait on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur une éventuelle dépolvérisation partielle et maîtrisée, et chaque mot compte, des Bachand Picard. Alors, une première réflexion, réfléchir donc globale, effectivement. La deuxième, c'est est-ce que finalement le réchauffement climatique, avec son corollaire, c'est-à-dire le rehaussement du niveau marin, ne va pas sauver la baie de Somme? Parce que finalement, elle s'ensable de manière inexorable depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, les aménagements, des siècles, oui. depuis les aménagements faits par les hommes au débouché du fleuve Somme, qui a été une véritable catastrophe, effectivement. Est-ce que là, le rehaussement marin ne va pas, peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas la réponse, sauver effectivement cette baie de Somme? Quant au grand projet Vallée de Somme que tu as évoqué, c'est vrai que je l'ai porté quand j'étais président de ce département, parce que je trouvais que c'était un projet identitaire et transversal, si je puis dire. Moi, ce que je souhaitais à travers ce projet, c'était que les habitants de la Somme et les Samariens, 70% habitent dans un ruban de 5 km autour du fleuve Somme, donc c'est une grande partie de la population samarienne, se réapproprie le fleuve. Parce que ce fleuve, il était source de mobilité autrefois, il était source également d'énergie, il faisait vivre, n'est-ce pas, les hommes, et au XIXe siècle, avec l'apparition de la fée électricité, avec de nouveaux moyens de transport tels que le chemin de fer, puis la route, etc., les Samariens ont délaissé le fleuve. N'oubliez jamais qu'il y avait un trafic fluvial avec des gribanes extrêmement intéressants entre Amiens et Savary-sur-Somme. Il y avait rupture de charge pour ensuite un transport maritime. Tout cela avait été délaissé et les habitants avaient délaissé ce fleuve. La nature a repris ses droits et tourné le dos au fleuve. Le grand projet Vallée de Somme, c'était pour que les Samariens se réapproprient le fleuve, qu'ils se tournent à nouveau vers lui. Et je pense que maintenant, avec un peu le recul du temps, finalement, les aménagements qui ont été faits sur le chemin du halage, en véloroute, voie verte, tous les aménagements touristiques, d'accueil, de mise en valeur, en quelque sorte, de cette vallée, eh bien, sont aujourd'hui un atout incontestable pour le développement économique et pour le tourisme. Et enfin, je terminerai là, sur la fin de tes propos, Jérôme, la crise actuelle, pour moi, c'est une question de géométrie politique. À savoir entre un pouvoir vertical et une volonté de pouvoir horizontal. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, réinventer la démocratie du XXIe siècle en conjuguant la démocratie représentative, dont nous faisons partie, toi, monsieur le maire de Savary et d'autres. Je pense qu'il faut maintenir cette démocratie parce que, comme disait Winston Churchill, c'est le moins mauvais des systèmes. C'est quand même les électeurs qui choisissent, c'est la règle de la majorité qui l'emporte, mais qu'il y a aujourd'hui un besoin de le conjuguer avec effectivement une démocratie participative que réclament nos concitoyens et qui est vraiment nécessaire de par les réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui à chacun de s'exprimer, même si je ne pense pas que du bien, loin de là, des réseaux sociaux. Ça me fait penser aux corbeaux et aux lettres des collabos pendant la guerre, où on peut tout dire dès l'instant où on n'a pas la personne parce qu'il n'y a pas de contrôle devant, sous couvert d'anonymat ou de pseudonyme. Ce ne sont pas des procédés extrêmement glorieux. Très bien, merci. Ça nous... Je crois que le plus gros des problèmes, c'est quand même le développement économique sur le fond. Oui, c'est sûr. Quand on parle du plastique, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ça? Ben, on essaye, mais c'est dur. Oui, pourquoi? Parce que derrière, il y a toute une économie, il y a tout un lobbyisme, il y a tout... Oui, je sais bien. Non, mais quand on les ramasse sur le littoral, on est là pour essayer de, de sauver quelques espaces pour qu'ils restent agréables à la vue. Parce que tout ce qui ne se voit pas forcément dans la mer, c'est au fond. C'est au fond. Enfin, voilà. Et donc, vous avez des pièces d'acier, un câble, un morceau de câble, il y a une âme au centre. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de kilomètres d'âmes de câble que j'arrive à retrouver tout à l'année de temps. Pourquoi? Parce que sur le fond, quand un câble d'acier est jeté par un pêcheur ou par quelqu'un qui a utilisé ce matériau,
il se détruit. L'acier avec l'électrolyse au fond de la mer se détruit. Et je ne retrouve que l'âme qui est en polyéthylène ou... Ah oui. Alors, vous voyez, il y a des matériaux qui sont dits des matériaux durables, mais il y en a d'autres qui ne sont jamais recyclables, in fine, inéluctablement. C'est un vrai problème de société, monsieur le sénateur. C'est un vrai souci de société. Sur le plastique, il y a des progrès qui sont faits, il y a beaucoup de recherches pour le recycler, mais le problème c'est de le rapporter. Autrefois, pourquoi les gens rapportaient les bouteilles de verre? Parce qu'il y avait une consigne. On leur donnait 10 centimes à la place. Le drame du plastique, c'est que c'est pour rien. Je participe à l'idée que il faut trouver un système qui fasse du plastique biodégradable et à ce moment-là le problème est réglé. Ça viendra, mais on paye un lourd tribut et l'océan et les poissons et les pêcheurs et les hommes. Il faut les ramasser en une action de la commune. Oui, mais on peut pas ramasser. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste de la laisse de mer, mais on ramasse des bricoles par rapport à ce qui est dans le fond de l'océan. Il y a des milliers de tonnes. Vous savez, on a parlé du 7e continent. Maintenant, les Allemands viennent acheter de l'eau. Et monsieur, il voulait poser une question, le monsieur, puis il a oublié. Oui. Vous vouliez poser une question à monsieur Mignon? Oui. C'était plus d'action au niveau des communes pour ramasser tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, mobiliser la population pour qu'on vive dans un pays propre. On pourrait avoir au niveau des communes des associations pour mais le problème c'est... Mon mari récemment, parce que j'ai dénoncé le problème des loges, vous savez, des fossés qui n'étaient pas entretenus assertivement tout le long du marais. Oui. J'ai envoyé les photos à un conseiller municipal. Bon, à l'époque, c'était avant 2014, donc avant l'élection de la dernière élection. Donc, non, c'était avant, juste avant, M. Wadou. Non, mais là, il m'a dit, ça n'intéresse personne. Donc, très bien. J'ai remis ça avec Janine, effectivement, au environ de 2015. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien t'envoyer quand même les photos, parce que je n'arrive pas à comprendre comment on n'entretient jamais ces fossés. Ils poussent, ils sont complets. Les matières organiques, plus des cochonneries. Et plus du plastique, voilà. Donc j'ai renvoyé les photos. Et ce que je reproche un petit peu aux communes, non pas à Janine spécialement, mais aux communes, c'est qu'on n'a jamais de réponse. Autrement dit, j'ai envoyé ça, je me demande, écologique. pour me faire plaisir, on va dire, oui, tiens, comme ça, on va tout taper. Voilà, donc j'ai envoyé ça, mais je n'ai jamais eu de suivi. Alors, c'est ce que je voudrais. Alors, par contre, toujours au niveau de Sinoc, quand on est dans la rue, la rue qui part vers, pour vous situer à peu près, la rue qui part vers la plage de Saint-Firmin, pour la dernière partie, on a bouché carrément, le fossé complètement remblayé. L'eau, elle va où? J'ai vu où elle allait, l'eau. Elle va sur la route. Et pourquoi on a remblayé? En plus, à la Bassée, j'ai vu le long des maisons, il y a aussi des écoulements d'eau. Bon, il y a eu un particulier qui a carrément, pour se permettre de faire sur un petit parking, il a tout bouché aussi. Il a remblayé. Mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, évidemment. Mais c'est pour ça qu'au niveau de chaque commune, il devrait y avoir une commission écologique pour défendre. Pourquoi on n'essaye pas de... On n'essaye pas de défendre l'écologie. Non, mais c'est une bonne question. C'est sûr que, mais je vous ai dit tout à l'heure, les petits... Ce sont des actions qui existent aussi au niveau local, mais moi je vois à Saint-Valery depuis l'ex-Besson Sud, communauté de communes de notre secteur, faisait du tri. On a toujours mis en place du ramassage même maintenant à domicile pour le tri sélectif. Mais vous avez encore ce week-end, je sortais de mon quartier, des gens qui ont sorti leurs sacs et qui ont foutu
créer des poubelles de ville, parce que de toute façon, il faudrait quasiment avoir un policier derrière chaque citoyen. Exactement ça. Parce qu'en l'espèce, il y a aussi ça. Alors, on pourra toujours effectivement dénoncer le maire qui fait pas. Après, moi, je peux vous dire, il y a des maires aussi. Et parfois, quand je vais dans certaines communes, on ne sait pas jeter la pierre. Il y a ma collègue d'en face qui a bien des soucis, ni à d'autres, etc. Mais très clairement, il y a aussi des maires, je me dis quelquefois, et quand il y a des gens qui ne sont pas contents non plus, la démocratie, c'est aussi le temps qui est donné aussi aux citoyens de s'engager pour la collectivité. Moi, je voyage quelquefois, je vois des communes, je traverse des communes comme vous, où je me dis, mais est-ce qu'il y a encore un maire dans cette commune? Parce que quand je vois des panneaux pliés depuis toujours, des trous jamais bouchés, qui sont pas traités, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette commune? Alors, moi, je suis un peu psychorigide, c'est un peu un autre travers, parce que quelquefois ici, voyez-vous, cette semaine, uniquement pour vous donner un éclairage, des raisons pour lesquelles j'ai souhaité mettre en place une station payante toute l'année. Alors je me suis fait dénoncer dans tous les... alors ici à Saint-Manon, on ne paye pas pour les valéricains, etc. Mais quand je fais ça, c'est tout simplement pour inciter fortement, de la seule façon que j'ai d'ailleurs, les gens à stationner hors de la ville. J'en ai marre d'entendre des valéricains me dire, ce maire, on ne peut plus stationner dans notre ville, on a trop de monde, etc. La seule façon pour moi, c'est de taxer au porte-monnaie. Excusez-moi, mais quand le gouvernement met une taxe carbone, qui d'ailleurs est immédiatement enlevée parce qu'il y a quelques manifestants mécontents, c'est aussi parce qu'à un moment ou à un autre, on est tous schizophrènes. C'est-à-dire qu'on veut tous tout et son contraire. On veut tous pouvoir se déplacer, mais on ne veut pas payer le gasoil. On veut tous avoir une planète respectueuse, enfin, vivre dans un environnement respectueux et faire attention à la biodiversité. Mais à côté de ça, on ne veut surtout pas mettre d'argent dans le business. Donc, moi j'ai dit, à Saint-Valery, de toute façon on l'avait déjà mis en place à un moment, on va mettre du stationnement payant pour inciter fortement les gens à stationner hors de la ville. Ça marche bien d'ailleurs. Ça veut dire que le parking d'entrée de ville, il était la semaine dernière, bon cette semaine naturellement c'est plus compliqué, le temps n'y est pas, mais quand il y a du monde aujourd'hui, les gens vont s'y garer. Mais à un moment ou à un autre, je sais aussi que d'autres personnes voyant cela à l'échelle de leurs petits problèmes d'amis de moi ou quoi, qui viennent et disent ah c'est scandaleux, ah ça va, etc. J'en ai rien à faire. Non mais vous savez, c'est aussi difficile de prendre ses responsabilités quand on est maire. On n'est pas sympathique. Surtout, vous êtes beaucoup plus apprécié quand vous ne faites rien que quand vous faites. Dites-vous aussi ça. Peut-être que chez vous, vous savez, on est un certain nombre, mais l'immense majorité de ceux qui ne sont pas là, c'est aussi l'immense majorité de ceux qui savent râler, se mobiliser contre des décisions, etc. Donc, moi je dis que c'est pas... ce qui est intéressant dans les propos de Jérôme, je trouve, c'était de regarder globalement et qu'après tout, quelquefois, et que chacun on peut contribuer à notre niveau à résoudre le problème. Moi, c'est tout ce que je demande. Tout à fait. Voilà, moi, c'est ce que disait tout à l'heure Jérôme, c'est la démocratie participative, et c'est ce que disait aussi Christian. Il faut que. C'est pas parce qu'on a la légitimité de prendre une décision qu'il ne faut pas l'expliquer. Et je passe mon temps à expliquer ce que je fais. Voilà, parce que alors, bon, il faut que j'y aille. Je voulais vous dire que ma femme qui est toute seule. Il y avait Thierry qui avait une autre question. Tu veux parler? Oui. Olivier. Je voudrais dire deux choses. D'abord, le sujet que vous abordez, je pense que vous intéresse tous. J'ai pu faire peut-être, comme moi je passionne de petits enfants. Et j'ai beaucoup apprécié votre intervention et elle pourrait amener à des débats des journées entières. Mais on peut. La première chose que je voulais dire, c'est que je suis assez partagé finalement. Quand je vois que vous dites aujourd'hui ce que je pense depuis le début, moi, écolo avec ou sans guillemets. À la fois, ça me ravit, et en même temps, si je suis honnête, quelque part, je dis le mot qui me vient, ça me désole de voir que vous qui êtes au fait de ces questions, au niveau local, national, international, vous en arrivez à ce constat. En même temps, ça m'attriste, d'une certaine manière, parce que ça vient quelque part valider, en tout cas ce que je pense, et en même temps, c'est merveilleux que vous soyez porteur de cela, que vous ayez cette conscience, et que vous soyez acteur, évidemment, et à un niveau bien plus élevé que le mien en tout cas. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est notamment sur l'idée aussi d'anticiper.
Quand on dit prendre du recul, pour moi, et ça va dans ce que vous avez évoqué, élargir le cadre, je pense que le champ de vision, c'est aussi dans le temps. Hier, je participais à une réunion du Parc naturel marin et il nous a été présenté un document stratégique de façade, c'est-à-dire un document cadre, disons, pour la gestion du trait de côte en relation avec le domaine marin. Et il était notamment question d'organiser les prélèvements de ressources en mer. Gravier, galets, etc. Bon. Moi, je suis intervenu pour exprimer des inquiétudes. Par rapport, et je dis qu'en quelque sorte, d'abord, je ne pense pas me tromper, en considérant que, par démographie et enrichissement et capacité de pouvoir de nuisance plus important, avec les machines, etc., que durant le siècle écoulé, on a consommé probablement autant de ressources que depuis le début de l'humanité. Que depuis le début de l'humanité. Probablement plus. Que pendant des millions d'années. Et ça, je pense que c'est vraiment important que chacun en ait conscience du plus possible. Parce que c'est un rythme qui, de fait, n'est pas soutenable. Parce que quand on a ce niveau de consommation, c'est parce que, certes, on s'enrichit, les Chinois s'enrichissent comme nous sommes enrichis. Mais pourquoi? Parce qu'on vit à crédit. On vit totalement à crédit. À crédit, notamment au détriment des générations futures, etc. Voilà. Et donc, ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et aussi, comment dire, anticiper, il y a des problèmes aujourd'hui visibles en surface, mais il y a aussi ce qui est sous-marin. Ça peut être des pollutions insidieuses, etc. Des choses qui sont microscopiques, voire chimiques, avec des perturbateurs endocriniens. Il n'y a plus de pêcheurs localement, il y a une raison. Mais aussi, des choses auxquelles il est important de se préparer et de contenir autant que possible, à mon avis, c'est par exemple les prélèvements qui vont être faits en mer, parce que, là encore, il y a la notion du fleuve et du bassin versant, mais il y a aussi le fleuve Manche, en quelque sorte. Ah, oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas intégré. Avec le problème des... Si. Oui, c'est vrai. Non, mais je n'ai pas pensé aux voitures. Tout ce qui va être prélevé en mer risque d'amaigrir, je dirais, les apports de sable, notamment sur nos côtes, avec les problématiques de gestion du trait de côte et de fragilisation correspondantes, etc. Voilà, je pense que c'est important effectivement d'anticiper et puis d'essayer de donner, à la fois d'être colibri à chacun à son niveau, c'est ce que j'essaie de faire modestement, mais aussi d'essayer de prendre du recul effectivement pour essayer de s'inspirer au mieux de ce que font les autres et d'anticiper les problématiques. Parce qu'on le voit bien, et je vais en discuter avec Thierry et avec François-Prise, des activités nouvelles comme les flat bikes, les pneus basse pression. Le slogan, y compris dans certains guides touristiques, c'est de dire avec ça, vous allez sortir des sentiers battus. Et vous allez aller partout. Dans les dunes. Oui, mais avec tous les problèmes correspondants. Parce que là, on est à l'inverse de l'option grand site de maîtriser les flux touristiques. J'ai été amené à témoigner dans la revue du syndicaliste à ce sujet-là, je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a la notion de flux et de volume, mais il y a aussi la notion de pratique. C'est-à-dire que de mon point de vue, il vaut mieux, imaginons 5000 personnes bien encadrées et qui suivent certains itinéraires que 10 personnes avec des flat bikes, des vélos, des paramoteurs, etc. choses qui vont générer plus de perturbations. Je parle là en termes de perturbation de la faune sauvage. Donc, oui. Et merci encore. Maintenant, c'est moi qui vous remercie. Non, mais c'est très, très pertinent. L'économie circulaire, c'est une piste qui n'est pas, j'ai pas abordée, mais l'économie circulaire, c'est une façon de récupérer des gravats au lieu de les jeter pour faire. Les carriers, on les retrouve toujours en travers de notre route. Oui, je sais bien. Dans le document stratégique de façade, je les retrouve. Dans le document stratégique de façade, là, moi j'en fais partie pour l'élaboration, si vous voulez. On retrouve Laetitia Paporé, pour ne pas la citer, qui est toujours au ministère, qui est toujours... On coupe des arbres, on coupe des arbres. Moi je suis, mais tout si là, comme ça, il n'y a plus d'abeilles. J'ai vraiment, depuis que je participe, que j'ai fait le Grenelle de l'environnement, ça n'a pas... à l'époque, j'ai fait le Grenelle de la mer avec vous, mais depuis ce temps-là, je vous assure, moi je suis dépité. On va faire les 10 ans de Grenelle de la mer cette année. Je voudrais quand même... Moi, je vais terminer en 43, juste 2 minutes. Oui. Simplement, moi, je vais quand même être positif. Parce que dans les années 90, l'environnement, qu'est-ce qu'on va nous embêter avec ça? Qu'est-ce que ça rapporte, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est pour des spécialistes, c'est pour un cénacle de gens qui se grattent la tête. Maintenant, quand même, chacun
approche les problèmes d'environnement à sa façon, avec des problèmes concrets, comme vous l'aviez dit par exemple avec les NOC, avec des problèmes qui sont plus généraux. Je pense qu'il y a plus qu'une prise de conscience. Les personnes sont, pour la plupart, à se dire qu'est-ce que l'on peut faire, et en se disant mais mon Dieu, le travail est trop important. Vous avez dit quelque chose qui est fort, mais qui est vrai aussi, c'est que les jeunes, les enfants qui sont en pleine éducation sont prêts, eux, à jouer le jeu. Ils sont, et les parents résistent plus ou moins, mais finissent par accepter, ou bien les enfants, ils s'écrasent aussi, ça arrive. Donc, si vous voulez, on n'en est plus simplement à dire c'est quelque chose qui est hors de moi. On est en train de prendre en main. Et le fait qu'au Sénat, que dans d'autres endroits où on n'est pas assez nombreux au Sénat. Je dirais que ça met des bornes, c'est vrai. Et ça permet d'avancer. Mais le travail est devant nous. Ouais. Voilà. Il y a de bons hospices. Voilà, de bons hospices, pas des maisons de retraite. Avec AU. Voilà. Il y a des bons hospices. Il y a des très bonnes maisons de retraite à Saint-Valery. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il y ait de confusion. Bon, on va vous laisser partir. Merci en tout cas de le temps qu'on installe pour discuter avec des photos qui sont à droite, à gauche. Vous avez compris qu'ils ont participé et cette participation est importante. Moi j'ai retenu ça et j'ai un copain qui est un écolo très sympa du conseil régional et il met des baudets avec ses bovins parce que la crotte des bovins fait que les herbes autour n'est pas mangées par le bovin. Par contre, elle est délicieuse pour les chevaux, et réciproquement. Et du coup, ça se complète. Il n'a pas de problème gastrique pour ces animaux, parce qu'ils ne bouffent pas. Vous voyez ce que je veux dire, il a constaté ça, le champ. Il a pu sur le chêne. Exactement. Bon, eh ben, merci. Ah, Sophie, la bise. Je suis désolé. C'est vrai? Bon, oui, mais j'aime bien je vais me mettre, je vais tâcher d'en faire un digest. Je crois qu'il a enregistré. Merci pour vos propos. Non, mais ce qui est important, c'est que c'est grave. C'est ça qui est vraiment salut. À la mairie, bonjour, au revoir. Je me disais, c'est un moment pour l'époque du je vais prendre une chambre. Je vis la mairie sur la brisa. Oui, bah écoute, on prenne le temps. Mais il faut dire chez moi, si je peux un petit peu de vide, il n'y a pas mon écharpe là quelque part qui est séché ça. Non mais elle doit être sec de laisser dans la bouteille. Bien. Et
D'accord. Ah oui. Ben non, je viens. On ramène la bougeoire de là-bas. Ça va? Non mais j'ai dû la laisser là avec eux. Monsieur Vignon. Oui, merci. Bon alors, on les met dans le désordre. On peut faire une blaguette. Hein. On a le droit de les mettre dans le désordre. Mettre les feuilles dans le désordre. Donc, vous prenez la tête avec des gens, je le fais là. Je le fais. Pardon? Ouais, je connais un peu la flore du littoral, mais c'est pour la ligne. C'est ça? D'accord, ouais. Les parents avec la ouais. Et
De la porte. Faciale, de la porte, voilà, tout ça, c'est la connaissance. Je trouve que c'est un travail extraordinaire. Bah oui, je pense, Elle est tellement réservée. Je ne sais pas si elle est. Ouais. Bon, elle est assez ferme dans ses positions. Ouais. Mais bon, moi, je trouve que au niveau de la pédagogie, on participe à 3, 4 animation, là, c'est quand même les gens, etc. Ouais. Ça, on est bavard, ça fait longtemps, il fait Ouais, quand on a des gens passionnés, généralement les gens passionnés sont pas intéressants. Enfin, très souvent, quand les gens sont eux-mêmes passionnés de. Voilà, le fait que les gens ils viennent là pour ramasser des choses, bon, alors. Mais elle connaît ça dans le contexte, en disant que c'est pas ça, la plante elle sert aussi. Elle a dit des choses très scientifiques. C'est bien. Le vrai est venu Ah ben oui, mais j'en parlerai parce que c'est pas exclu qu'elle vienne parler. Il y a une grosse amie, je pense que je vais mettre, très grande on connaît très bien la santé littorale. C'est différent. D'ailleurs, ça peut parfois, dans certains cas, agacer des gens qui s'intéressent à la conservation de la flore, mais c'est bien très respectueux. Et vers des mecs qui sont naturopathes, qui font des cuisines sauvages. Justement. Ben oui, mais ça dépend. Parce que la difficulté, c'est qu'on avait une sorte d'équilibre et d'accroche parce que les gens ont l'intérêt à préparer des choses. S'ils arrivent à s'émerveiller uniquement par l'observation, c'est idéal. On voit les oiseaux, pas besoin de les chasser pour les manger ou voilà, pour éprouver la satisfaction. Et si on les. Mais à la limite, quand il y en a qui par rapport à la chasse, bon, si c'est ça qui nous a conduit à s'intéresser à la nature, si ça les conduit à la préserver, ça peut toujours le faire. Je veux dire, dans le monde de la chasse, il y a une diversité énorme. Il y a des choses possibles qui vont être motivées par la nature. Mais ça, c'est un peu dans toutes les catégories d'acteurs.